Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Stéphane Bourgoin qui est chef électricien. Bonjour Stéphane, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Florian. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Alors vulgariser, j'ai pas envie de le faire, mais on va l'amener sur ce chemin. Mon métier consiste à accompagner un chef opérateur qui est le grand Manitou de la technique. Et je pense sous deux aspects, un aspect artistique et un aspect technique. Et pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans ta profession ? Alors, comme je le disais, là, il y a deux aspects. Donc, d'abord, un aspect technique, c'est-à-dire que le chef opérateur a des envies d'images, de références qui peut être de la peinture, de la photo. Et la discussion qu'on a à faire avec un chef opérateur, c'est de pouvoir lui amener les outils techniques pour approcher son souhait d'image et aussi établir les moyens nécessaires pour mettre ça en place. Et après, le côté artistique, c'est des longues discussions sur chacun de nos envies et savoir aussi ce que veut exactement le réalisateur. Des fois, c'est pas évident et c'est pour ça que ça demande un peu de temps en préparation pour mettre ça en place. Mais ça, c'est surtout des connaissances, mais au niveau compétences, il y a des compétences vraiment nécessaires. Alors, faut être un peu créatif pour justement pouvoir imaginer des lumières et des systèmes pour arriver à faire ces lumières. Et il faut être un bricoleur. On nous demande de fabriquer souvent des choses, des systèmes électriques, des systèmes maintenant de connexion wireless pour la gestion des lumières à distance avec des consoles. Donc on doit faire maintenant du réseau. Donc on a la nécessité d'avoir un peu de connaissances en réseau. Et la base d'électrique, puisque notre métier s'appelle chef électricien ou électricien, donc avoir des connaissances électriques. Et on nous demande maintenant de toute façon d'avoir des certifications électriques pour pouvoir bosser sur les films. Et pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Alors c'est très drôle, c'est arrivé à les deux choses qui ont déclenché ça, c'est arrivé à la même année. J'avais 11 ans. J'ai des gens qui sont partis faire un casting sauvage en Bretagne où j'habitais. Et ils sont venus dîner dans le restaurant de mes parents. Et le soir, je devais chahuter, ils ont entendu une voix d'enfant et ils m'ont convié à leur table pour me dire qu'à la fin, ils faisaient un film et qu'ils cherchaient des enfants de 11 ans. Donc le lendemain, on a fait une petite interview vidéo et sonore et 6 mois après, ils me prenaient en tant que comédien pour une série franco-allemande. Donc ça a été le premier déclic, j'ai adoré. Ce côté... un peu troubadour, tous les jours on se déplace d'un lieu à un autre, ce lieu nous appartient pendant une journée, 2 journées, puis le soir c'est fini, on passe à autre chose, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et la deuxième chose, c'est mon père, qui aimait bien le cinéma, qui m'emmenait voir un film, et quand je suis sorti du film, je pense que j'avais rien compris au film, mais ça m'a complètement transporté, et je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire. J'avais 11 ans, et ce film c'était Blade Runner de Ridley Scott. Et dans l'anecdote, c'est que 35 ans après, je me retrouvais sur le même plateau avec Ridley Scott, sous sa tente, et à faire la lumière pour un de ses films. Et là, c'était vraiment chouette. Bouclé quoi. Ouais. Mais du coup, ça te donne envie de faire du cinéma, mais après, pourquoi ce métier particulièrement ? Ou est-ce que c'était ton premier choix ? Est-ce que tu as essayé d'autres choses ? Non. En fait, c'est la lumière qui m'intéressait vraiment tout de suite. Je savais que c'était ça. J'ai fait une école de cinéma privée qui a duré 3 ans. Et dès le début, je savais que c'était ça. Et aussi, il y avait un truc qui était marrant, c'est quand on commençait à faire des petits courts-métrages à l'école, souvent, on n'avait pas de groupe électrogène, donc il fallait se débrouiller pour avoir des points d'électricité. Et le seul qui acceptait de mettre ses doigts dans un tableau électrique et de vouloir faire des branchements, c'était moi. Je sais pas pourquoi, ça me faisait pas peur et ça a plutôt bien marché, j'ai rien fait brûler. Et puis donc le mélange électricité, bidouille et lumière, c'est ce qui me fascinait un peu quand même. Ok, et la photographie pas du tout du coup ? Si, j'ai commencé un peu comme ça à la sortie de l'école, mais je crois que je suis pas tombé
peut-être sur les bonnes personnes, parce qu'à l'époque, devoir discuter pendant des heures pour une notion de cadre ou de lumière, je pense que j'ai assez vite perdu la patience de ça. Et j'ai voulu être plus indépendant dans mon poste. Donc le métier d'électricien et de chef électricien m'a attiré beaucoup plus. Et du coup, tu en as parlé un peu, mais c'est quoi le cursus que tu as suivi? Et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans cette voie? Alors, je peux pas dire qu'une école, ça ne serve pas à rien, mais je pense que apprendre les bases théoriques pour travailler dans le cinéma, on peut se faire en lisant 6 ou 10 livres. Je pense qu'on arrive à faire le tour par rapport à ce que nous proposent les écoles de cinéma. Après, les écoles de cinéma, en fait, ça sert, je pense comme dans les écoles de commerce, à faire du réseau. C'est-à-dire que les gens avec qui vous êtes dans ces écoles, c'est eux qui vont vous permettre d'accéder à des projets, à des choses comme ça. Par exemple, moi, là où ça a vraiment commencé au tout début, c'est qu'il y avait quelqu'un de ma classe qui voulait pas faire un court-métrage, parce qu'on devait rendre, je ne sais pas quel projet pour l'école, et moi, ça m'a intéressé tout de suite. Et j'ai commencé à faire de la régie, donc servir des cafés, transporter du matériel pour l'équipe, et dès que j'avais 5 minutes, je notais les éclairages sur le plateau, je posais des questions aux électriciens, quelle lumière, quelle gélatine vous mettez, et à la fin de la semaine, il y a un électricien qui a dû partir, c'est un peu la règle des courts-métrages, et le chef opérateur m'a demandé si je voulais le remplacer. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et ainsi de suite, et puis il m'a rappelé pour le court-métrage d'après, cette fois en électricien, et voilà. Du coup, c'est souvent des formations quand même assez généralistes, il n'y a pas de formation électricien, c'est non, image, et après tu vas choisir un peu dedans. Mais non, parce que justement, c'est par exemple, ces métiers que... En fait, dans ces écoles privées, on nous apprend surtout pour être réalisateur, chef opérateur, mais après, les métiers plus technique pure, comme électricien, machiniste, que ce soit aussi accessoiriste ou des choses comme ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que j'étais le seul à mettre mes mains dans le tableau électrique, parce que finalement les gens, ça les intéressait pas, ou ils avaient peur de le faire, ou il n'y a pas une formation quand même pour ça. Alors je sais pas, maintenant moi l'école c'était il y a longtemps, je sais pas maintenant si ça a évolué dans ce sens. Je sais par exemple sur les grandes écoles dont on a cité avant, soit Louis Lumière ou la FEMIS, souvent ils font appel à des gens de l'extérieur pour représenter ces postes, en électricien ou en machinerie. Parce que les gens qui sont dans ces écoles, finalement, ça les intéresse pas tellement, je pense, et il n'y a personne pour faire. Donc comme ils font des très gros courts-métrages, beaucoup plus que nous, beaucoup plus établis, ils ont besoin de ces postes en fait pour pouvoir tourner en fait. Ouais, du coup, ce qui est dommage, c'est qu'en fait on met en avant que en effet réal, chef-op et tout, et donc voilà. Du coup, c'est ça que tu veux être, parce que les autres tu les connais pas, donc tu peux pas te projeter dans un métier que tu connais pas. D'ailleurs, il y avait un truc très drôle, c'est que dans le cours de production, c'était un gars qui travaillait dans le cinéma, il a demandé à toute la classe de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Sur 30 personnes, je pense qu'il y avait 20 réalisateurs, 8 chefs-op et 2 producteurs, par exemple. Moi, je m'étais dit, mon métier, je sais pas encore, mais j'aimerais un jour en vivre. C'était ça mon but. J'avais un peu la réalité du marché, en fait. Beaucoup plus terre à terre, quoi. Ouais. T'es dans ce milieu, du coup, depuis des années maintenant, ça fait 30 ans, c'est ça? Quasiment, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton métier, tes principales responsabilités et ton évolution professionnelle? Voilà. Mon métier, je pense, c'est savoir organiser, parce que c'est un gros métier d'organisation, les souhaits d'un chef opérateur pour que ça tienne dans le temps et dans l'enveloppe budgétaire impartie. En gros, c'est ça. Plus après le côté artistique, qui en fait, au début, par exemple, les électriciens, historiquement, c'était des ouvriers. Donc c'était ambiant. Et d'ailleurs, c'est même pas c'était ambiant, c'est qu'il y en a plein qui étaient en bleu de travail, très syndiqués. Petit à petit, ça a un peu évolué. Les gens sont intéressés un peu plus à l'artistique, je pense. Et donc les conversations avec les chefs opérateurs ont un peu changé. Et maintenant, on travaille peut-être plus ensemble sur ça. Et après, l'évolution, ça a été quand même pour moi, surtout autour des projets. Alors, j'ai jamais fait passer d'un projet petit à un projet très gros d'un coup. Moi, c'était vraiment petit à petit. Et ce qui était pas mal, parce que ça m'a permis d'apprendre en fait comment gérer un peu plus gros à chaque fois.
Parce qu'on peut vraiment se planter quand on part sur des directions, on estime que voilà, pour cette scène, il faudrait telle lumière, telle lumière, telle lumière. Et puis en fait, on n'a peut-être pas prévu que suivant le décor, qui peut être très compliqué, suivant plein d'autorisations que j'aurais pas forcément, bah, c'était peut-être pas la bonne solution à prendre. Et j'aurais été hors délai, j'aurais pas été prêt quand l'équipe arrive, ça aurait coûté trop cher ou des choses comme ça. Et donc le fait de grandir petit à petit, bah, cette organisation qui est quand même très très importante, ça m'a permis un peu d'apprendre et de la maîtriser petit à petit. Parce que je pense que quand je vois maintenant les films sur lesquels je suis, si j'avais monté 3 marches d'un coup, je pense que je me serais planté en fait. Et du coup, tu as commencé électricien avant d'être chef voilà, électricien. Bien sûr, Est-ce qu'il y a d'autres types de postes dans cette équipe? Alors, c'est organisé maintenant. Donc, il y a un chef de poste, il y a un assistant qui fait un peu la liaison entre la production, les demandes en équipe, en matériel avec la régie, tout ça. Il y a un pupitreur donc, qui sert à commander tous nos projecteurs via une console, que ce soit par câblé, par DMX ou par des émetteurs en wireless. Après, il y a les électriciens. Après, il y a le groupman, donc celui qui distribue l'énergie sur le plateau. Le groupman? Groupman, ouais. Chez les loueurs de matériel, ils ont des camions sur lesquels il y a une génératrice qui fournit l'électricité. Ça s'appelle un groupe électrogène, donc qui est sur camion. Parce que suivant les endroits où on tourne, on n'a pas forcément des prises ou des moyens d'éclairer, enfin de fournir l'électricité à nos projecteurs. Parce que des fois, quand on a des projecteurs, par exemple des HMI qui font 18 000 watts, c'est pas sur une petite prise qu'on peut le brancher, donc voilà, c'est ce genre d'engin qu'on a avec nous. Et donc c'est quelqu'un qui est sur le plateau, avec son camion, ses câbles, et qui distribue l'électricité, la puissance à tout le plateau. Donc ça, c'est une partie intégrante de mon équipe. Ok. Donc ça, c'est pour l'équipe de face. Donc face, qu'on appelle face, nous, c'est autour de la caméra pendant le tournage. Après, on a une équipe de rig. C'est des gens qui sont là avant nous et qui préparent tout ce dont je pourrais avoir besoin en lumière structurelle. C'est-à-dire que des fois, on est dans des endroits où il faut mettre des ponts, des barres, des nacelles dans lesquels il y a des projecteurs. Évidemment, ça peut pas être fait le jour même. Donc il faut qu'il y ait une équipe avant qui installe tout ça. Que quand nous on arrive, tout soit prêt, on n'a plus qu'à allumer et que tout marche. Donc ça, c'est des équipes qui préparent en avance tout ce qu'on peut faire en fait. Et c'est pareil, c'est des électriciens aussi? Tout à fait, okay, tout à fait. Et du coup, eux, ils sont là, genre, peut-être à chaque fois J-1, J-2. Voilà, suivant les trucs, des fois, il y a, par exemple, c'est en studio, ils préparent pendant 2-3 semaines le montage du studio. Quand c'est des journées où on ne tourne qu'une journée, souvent, parce que des fois, il y a des lieux qui sont difficiles à tourner, on a peu d'autorisation, et donc le temps imparti est très court. Donc eux, ils sont là, si nous on commence, je sais pas, à 9h, eux, ça se peut qu'ils arrivent à 5h du mat, voire avant, pour préparer tout ça, en fait. Pour que quand on arrive, il y a déjà tout le matériel en place en fait. Mais du coup, c'est une très grosse équipe quand même, l'électricité. Je pense pas que ça peut l'être, ouais. Oui, okay. Ça peut l'être. Ouais. En général, c'est combien de personnes? Ça varie vraiment beaucoup autour des projets. Hein. Moi, avant, j'ai fait des films où on était 2 ou 3. Et puis après, j'ai fait d'autres films comme The Greyman où on était peut-être 50. Voilà, c'est... Et du coup, je suppose que si t'es très peu, le pupitreur, c'est la même personne? Exactement, tout se réduit. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? Énormément. Déjà, de par les outils techniques. Avant, on n'avait pas de LED. Donc l'avènement des LED a bouleversé vraiment tout ce métier en fait. Avant, on n'avait que des projecteurs lourds qui chauffaient, qui étaient plus simples d'utilisation en fait. C'était on-off pour certains. Certains mettaient des dimmers, donc c'est des résistances pour éclairer de plus ou moins fort. Et c'était des ampoules qu'on utilisait. Et là, ça me demandait du coup moins de compétences par rapport à la gestion. Enfin, non, des compétences différentes, on va dire. Pas moins, parce qu'il y avait toujours les mêmes bidouilles à fabriquer, les mêmes accessoires à mettre en place et tout ça, mais il n'y avait pas le côté gestion un peu informatique, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas tout ça à faire. C'est pour ça que les jeunes générations, eux, se sont engouffrés là-dedans. Et ils sont très forts en fait, ils sont d'ailleurs beaucoup plus érudits sur le sujet par rapport à des gens qui ont commencé comme moi il y a longtemps en fait.
puisque c'est arrivé il y a quoi, on va dire 10 ans, pas plus en fait. Donc c'est surtout les LED du coup qu'on fait évoluer. Ouais. Ouais. Après au niveau de... du coup ça a forcément réduit en fait la taille des projecteurs, ça a réduit beaucoup de choses peut-être. Oui et non, parce que ça c'était la première partie, et là on commence à grandir, les projets commencent à être de plus en plus gros, de plus en plus puissants, de plus en plus lourds. Et en fait c'est marrant, c'est une boucle qui revient, et là je suis allé au salon au BSC à Londres, là où c'est un grand salon technique, c'est un des plus gros en Europe. Et là, ils ressortent des projecteurs qui commencent à être aussi lourds que des HMI 18 kg. Enfin, donc c'est assez drôle. À la base, on s'était dit l'utilisation des LED, c'était un truc pratique, parce que grâce à une petite prise 16 A, donc une prise domestique qu'on peut brancher partout, on allume plein de projecteurs. Ça, c'était la première phase. Et puis là, ça commence à grossir. Et c'est dû à quoi cette volonté de grossir? Il y a eu Avant, il y avait très peu de marques de projecteurs. Vraiment très peu, ça se comptait sur le doigt d'une main quasiment. Et l'avènement des LED a provoqué un tsunami dans les marques qui se sont installées, beaucoup de marques chinoises. Il y a eu beaucoup de marques qui sont apparues et qui ont disparu, parce que c'était des marques qui contrôlaient la fabrication des LED, donc souvent les Chinois. Et pour eux, c'est facile de faire des projecteurs et à beaucoup moins cher que les vieux projecteurs qui eux duraient. Par contre, les vieux projecteurs duraient très longtemps. Ils avaient une durée de vie, je sais pas moi, pour un projecteur tungstène 10 kg, ça peut vivre 30, 40, 50 ans, ça bouge pas, à part changer la lampe et changer les câbles à l'intérieur qui ont un peu séché. Alors que là, maintenant, il y a des projecteurs, des fois, en 1 an, ils sont bons à mettre à la poubelle. Ouais. Et ça ouvre un débat aussi sur le recyclage, parce qu'on vend beaucoup de projecteurs, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça un peu? Du coup, la réparabilité des LED, elle est quasi inexistante. Quasi nulle, ouais. Tu es obligé de forcément changer tout, en plus tout être soudé ensemble. Exactement, et suivant la qualité aussi des projecteurs, il y a eu plein de marques qui étaient horribles. Vous les allumiez, il n'y avait pas un de la même couleur, c'était tout vert, enfin, c'était horrible. Et vous savez qu'à ce moment-là, ce projecteur, dans 1 an, il est bon à acheter à la poubelle en fait. Et ils n'avaient aucune conscience de recyclage et de choses comme ça. Ça commence un peu à gronder dans nos métiers. J'ai plein de copains, tout ça, qui sont un peu investis là-dedans et qui trouvent ça plus normal en fait de produire comme ça des choses qui sont pas recyclables. Et du coup, à part les LED, il y a eu d'autres changements dans le métier, peut-être plus, je sais pas, plus concrètement au niveau des attributions. Non, à part certains accessoires qui sont nés, il y a une marque qui a tout explosé, c'est DOP Choice, ils fabriquent des accessoires qui servent à canaliser, diffuser la lumière et qui viennent se mettre sur les projecteurs. C'est des choses qui existaient avant avec une marque, qui s'appelait Chimera, et eux ils ont été malins, ils ont décidé de pouvoir adapter leurs produits sur tous les projecteurs. Et donc c'est devenu en très peu de temps un leader mondial de ça, et ils fournissent tous les accessoires de tous les projecteurs. Donc ça c'est la grande marque qui est vraiment sortie du lot. Et autrement, non, c'est les LED. Les LED, c'est vraiment le nouvel outil. Okay. Enfin, qui est plus nouveau maintenant, mais... Toi, t'as connu du coup le changement là-bas. Oui, complètement. Et puis j'ai vu aussi les électriciens dans les équipes qui n'ont pas su s'adapter à ça aussi. Il y a eu un rejet technique au début, parce que quand on fait pendant 20 ans, on porte des projecteurs qui sont toujours les mêmes. Et là, tout d'un coup, c'est une autre technologie. Il faut savoir lire sur un écran à l'arrière de la machine comme un ordinateur. Il y a des gens qui sont... c'est pas leur truc en fait, et d'autres qui sont un peu réfractaires à ça. Ça a été plus compliqué du coup pour eux de prendre ce virage technique en fait. Ok, parce qu'à l'heure actuelle, tout se fait qu'avec des LED, il n'y a plus... Quasiment. Ok, il n'y a pas des fois pour retrouver un certain grain, un certain... Je sais pas. Si, moi je m'amuse des fois à allumer des projecteurs tungstène sur le plateau, et tout le monde dit « Ah, c'est beau !» Oui, c'est un projecteur tungstène qui a 30 ans, parce que la lumière est beaucoup plus pure, alors que le spectre d'une LED, ça va dans tous les sens. Il y a un drôle d'aspect quand même de la lumière de la LED. Et d'ailleurs, ça se passe comment pour la location du matériel? Toi, t'as pas eu tout le matériel, je suppose. À chaque fois, tu passes par des loueurs. Alors, on passe la voie historique, oui, c'est donc on fait nos repérages avec le chef opérateur, avec toute l'équipe, et après on retourne un peu au bureau et on fait nos listes suivant les scènes qu'on a à faire. Et souvent ça se décompose comme ça, on a une liste de base, c'est ce qu'on a tout le temps dans le camion, tout le temps du film, et il y a des listes après d'ajout de matériel supplémentaire suivant les décors. Donc c'est à nous d'établir ces listes avant le film, on fait des devis, si ça rentre dans le devis, on part là-dessus.
Et donc on va chez des prestataires techniques qui sont nos loueurs. Et maintenant il y a plein de loueurs, mais en gros il y a 2 groupes qui se partagent un peu le gâteau et qui font pas que la lumière, ils font aussi la caméra, les camions, la machinerie. Donc ils peuvent englober en fait toute une offre en fait pour un film. Tu as travaillé sur une centaine de projets, dont des films comme John Wick 4 de Chad Stahelski, Oui. Burnout de Yann Gozlan ou encore Le Mystère Henri Pic de Rémi Besançon. Comment est-ce que tu abordes des longs métrages si différents et y a-t-il des difficultés particulières selon la taille du projet Ah oui, alors on aborde complètement ces projets de façon très 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 différente. Déjà la base c'est la préparation. Quand on fait un film en général français, on est moins axé sur la prépa. J'ai le sentiment qu'à mon poste, en fait, on prépare moins les films. Je pense que c'est quelque chose d'historique. Comme je disais avant, les électriciens, c'était ouvriers, et je pense qu'ils traînaient pas beaucoup dans les bureaux. Quand on fait un film américain, la prépa, c'est quelque chose de primordial et très important. Ils mettent vraiment l'accent là-dessus, et ça m'arrive du coup dans des films américain de faire beaucoup de bureaux, de tout préparer à l'avance, de manière à ce que quand le premier jour de tournage a lieu, moi j'ai une vision globale, et la production aussi, par des devis, on a une vision globale des coûts et des moyens techniques qu'on va utiliser pendant tout le film. Et en plus, à mon poste, on est un peu plus présent sur des réunions qu'on fait pas souvent sur les films français. Moi ça m'est arrivé d'aller avec la déco, choisir les tons de patine des murs, des choses comme ça en fait. Vous travaillez des lumières incrustées au décor que la déco va construire, et dans lequel moi je suis investi de par la qualité de lumière de ce qu'on va faire, d'un peu de la forme, de la manière dont peut être incrusté un coupe-flux à l'intérieur pour éviter de toucher à une partie du mur, des choses comme ça. Donc on est plus immergé en fait dans la prépa. C'est ça la très grosse différence. Et après, sur le plateau, c'est une histoire de taille, en fait. Voilà, on va passer de 2, 3 électriciens, 4 sur des films français, et beaucoup sur les films américains, en fait. Et du coup, pareil, finalement, tu étais très en contact avec chef opérateur, oui. Et là, peut-être la déco, en effet, parce la que déco, selon... il y a un gros travail avec la déco. Ouais, parce que toi, en fait, c'est toi qui choisis, enfin, ou qui vois, selon le décor, où sera posé... comment les câbles vont passer, s'il y a des câbles, où est-ce que tu poseras tes projecteurs et tout. Exactement. Et donc souvent, par exemple, quand c'est en studio, faut prévoir des trappes, faut prévoir des accès pour les câbles, faut pouvoir voir où est-ce qu'on peut s'accrocher, parce qu'il y a certains points de déco qui vont être fragiles, on peut pas s'accrocher. C'est demander à la déco de fabriquer des toits pour quand il y a des plans un peu larges où on voit les toits. Enfin, voilà, il y a tout ça. Du coup, c'est quoi? C'est d'abord la déco qui conçoit un peu, ensuite toi tu valides ou tu dis en ok, fait, vu ça, il va falloir des eux, ils font une direction artistique, et après ils font des plans. Et une fois qu'on nous reçoit les plans, c'est là où on va les voir, et on dit voilà, nous ce sera après les repérages. Moi je serais intéressé d'avoir ça, est-ce que tu peux me renforcer cet endroit, parce que comme ça je peux mettre ça et ça à cet endroit. Voilà, il y a un vrai travail commun en fait. Du coup, il faut tout le temps que tu sois avec le ou la chef-op pour justement valider que dans le décor, la lumière, il ou elle veut que ce soit comme ça, et donc du coup, voilà. Toi, tu sais où tu places ton matos. Et puis toi aussi, comme à force, tu as un peu d'expérience, tu dis, même si la chef-op des fois te dit pas tout, parce que toi aussi tu as ton rôle de chef électricien où tu vas amener des choses, tu imagines que tiens, là on va peut-être aussi prévoir quelque chose, parce que quand on sera dans l'autre axe, on va voir. Voilà, il y a aussi un travail aussi de mon côté que je présente tout le temps. Ouais, de proactivité, d'anticipation. Voilà. Okay. Et on travaille très en commun avec le chef opérateur. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu travailles avec chef-op pour créer l'éclairage d'une scène spécifique? C'est quoi un peu comment ça se passe, tu vois, concrètement? La base de tout, comme dans tout cinéma, c'est le scénario. Donc on essaie de comprendre déjà ce que veut le réalisateur en termes d'image et de visuel. Et après, nous, on décide de quels outils on peut prendre pour arriver à cette image, en fait. Mais la base de tout, c'est le scénario. Parce qu'au niveau des outils que tu peux utiliser, tu as genre vraiment beaucoup de projecteurs différents, tu as un choix... Oui, parce qu'après, il y a des projecteurs qui vont faire des choses plus ou moins diffusées, des choses qui vont être beaucoup plus ponctuelles, et donc ils font des faisceaux différents, et donc c'est ça qui permet comme une petite peinture en fait, mais avec peut-être moins de couleurs, et moins, enfin quoi si, avec les couleurs on peut, mais je veux dire, moins de touches de
de pinceau, quoi. C'est un peu comme ça, en fait. Du coup, tu dois avoir une sacrée base de connaissances de tous les projecteurs et toutes les choses qui peuvent éclairer. C'est sûr. Après, c'est comme tout. Il y a des choses qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent pas. Donc, vous essayez de travailler avec les pinceaux qui vous plaisent. Et donc, moi, il y a certains projecteurs que j'ai pas envie d'utiliser parce que j'apprécie pas leur qualité de couleur ou leur facilité d'utilisation. Donc, finalement, les outils, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y a un panel de choix énorme, mais à la fin, on choisit ce qui vous intéresse le plus, et il n'y en a plus tant que ça, en fait. Ouais, après, une fois que tu tournes avec les mêmes, en fait, t'as l'habitude et tout. On est rassuré, on sait que ça marche bien, on sait que les couleurs sont stables, voilà, donc pourquoi aller chercher quelque chose d'autre qui sera moins bien à vos yeux, hein, après, chacun est différent. Mais... Et justement, quelle est ta place dans la production du film? À quel moment tu l'intègres? Qui t'appelle pour arriver sur le film? Alors, l'intégration d'un film, il peut être fait un peu de tout le monde, parce que c'est du réseau. Donc évidemment, la règle la plus fondamentale, c'est un chef opérateur qui appelle ses chefs d'équipe, qui appelle le chef machinot, qui appelle son assistant caméra, son chef électricien. Après, sur certains films, comme je fais américains, comme c'est des chefs opérateurs qui sont étrangers, du coup, soit c'est les productions qui vous présentent, soit ça peut être un copain de ce chef opérateur qui dit « Ah lui il est bien, prends-le », voilà, donc c'est aussi du réseau. Et après, ce qui arrive souvent aussi, comme les productions ne veulent pas présenter qu'une personne, parce que c'est pas toujours bizarre, on fait des castings en fait. Donc c'est courant de faire un casting à mon poste où on est 3-4, on a le chef opérateur en Zoom et on essaie de se vendre tant bien que mal pour le projet. Ouais. En se basant sur quoi du coup? Qu'est-ce que tu dis? Après, je pense que déjà le chef opérateur regarde votre IMDb, c'est la database des films qu'on a fait, donc il fait une première sélection en fonction de ça. La production aussi choisit des gens. Et puis après, il faut essayer d'avoir une bonne tête et paraître sympathique et apte techniquement à faire le film. Okay. Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi, sur un tournage et en prépa du coup? Oh là là. En général, alors suivant les films, toujours pareil. Si on veut parler des gros films, ma journée commence le matin à répondre aux mails qui ont déjà été envoyés, genre à 11h au minuit la veille. Ça n'arrête pas, c'est la valse des mails sans arrêt sur ces projets, qui viennent de toutes parts, hein, qui peuvent venir des stunts, enfin des cascadeurs, qui peuvent venir de la déco, qui peuvent venir des Esnorial, qui peuvent venir de plein de l'équipe RIG qui manque d'informations parce qu'elle a eu un problème pour rentrer sur tel décor. Et ça déjà, ça commence par ça. Et après, c'est arriver sur le plateau et voir ce qu'ont fait l'équipe RIG. Donc ce que j'ai demandé en préparation, si ça a été fait comme je le souhaitais, si je vois pas des failles dans ce que j'ai pensé, parce qu'on se trompe évidemment des fois, et à mettre en place mon équipe de face. C'est-à-dire que donner des instructions aux gens de la face pour qu'ils prennent en main le plateau, et pour qu'au call, donc le moment où toutes les équipes caméra, chef-op arrivent, que tout soit prêt en fait. Et là, la journée peut commencer. Et on sait jamais quand elle se termine. Ah ouais? Ça, c'est la règle dans le cinéma, ça. Et après, toi, dans la journée, tu fais quoi? Tu restes sur le plateau? Alors moi, je veux pas trop m'éloigner. Moi, je suis collé au chef opérateur, sans arrêt. Et souvent, on est sous une tente avec le DIT, où il y a nos retours, où on ajuste notre image. Et moi, j'ai, par le via d'un talkie-walkie, mon équipe avec laquelle je peux parler, donner les instructions, les changements de lumière. Parfois, il y a des choses à faire pendant le plan, des changements de lumière pendant le plan. Donc tout ça s'orchestre via le talkie et avec le chef opérateur à côté de moi. Moi, j'ai du mal à quitter le plateau, en fait. C'est très compliqué. Et il faut être là tout le temps, en fait. Tout le temps. Ok. Et du coup, après, en prépa, c'est quoi tes journées? C'est que du bureau et... Quand le tournage commence, il n'y a plus de prépa bureau. C'est juste... Ah mais justement, avant la prépa, ça consiste en là, quoi? Oui, c'est du bureau pur et dur, de 9h à 20h le soir, avec le chef-op. On fait des plans, des listes de camions, des listes de machines, de nacelles, d'engins de levage, de Manitou, de tout ça. Et tout ça qu'on balance à la prod, à la production.
On fait des devis, là c'est trop cher, là c'est pas cher. Et aussi, ah oui, aussi il y a parfois dans mon métier, il faut savoir juger de pas forcément mettre beaucoup de moyens sur certaines scènes parce que ça ne demande pas vraiment la nécessité. Et dire à la production, bah voilà, par contre là, pour ce film, pour cette scène, pardon, là ça va coûter un peu plus cher parce que voilà, il y a un visuel à atteindre, il y a quelque chose à faire qui est plus ambitieux, donc là on va mettre un peu plus d'argent. Et souvent, on s'entend plutôt pas mal pour ça, puis ça a un sens de toute façon. Donc, il faut essayer de faire des concessions quoi, à droite pour qu'à gauche on soit ok. Et du coup, à part chef-op, avec quels autres métiers tu t'interagis le plus sur le plateau? La déco. Nous, c'est vraiment la déco, parce que c'est un travail vraiment en commun, et que si on ne travaille pas en commun, ça ne marche pas en fait, parce que chacun fait les choses de son côté, et si on n'a pas vu les choses ensemble avant, le jour du tournage, c'est trop tard, on n'aura pas le temps de les faire en fait. Donc il faut vraiment faire ça, parce que souvent les décos, ils arrivent, ils ont beaucoup de choses à brancher, à installer, et en lumière aussi. Et si nous, on n'a pas prévu avant ça avec une équipe rig, justement, qui prépare avant, le jour du tournage, c'est impossible que ce soit prêt en fait. Mais ça, du coup, c'est plutôt en prépa, mais après, est-ce que sur le plateau, à part le chef-op, tu côtoies, enfin, tu parles avec des personnes peut-être réelles, la réalisation? Après, moi, mon copain sur le plateau, après, c'est le chef machiniste. C'est un travail étroit entre lui et moi, parce que lui, il est responsable de la caméra et des mouvements, mais aussi de toutes les installs qui peuvent être d'accroche de projecteurs, de préparation de nacelles, d'accroche vraiment pure et dure dans des endroits des fois qui sont très compliqués et qu'il faut des compétences avec les techniques que les machinaux souvent parce qu'ils ont des outils, ils savent travailler le bois, ils savent voilà. Donc voilà, mon copain sur le plateau est chef machiniste. Ouais, parce que du coup au niveau de la sécurité, je me souviens que chef machiniste c'était lui qui était chargé de ça, mais du coup vous quand vous installez les choses c'est pareil, je suppose que vous faites, enfin vous avez aussi une notion de sécurité quand vous installez des trucs. Ok. Et du coup c'est un peu vous deux. Voilà. Okay. Par exemple, je peux lui demander, des fois, on tourne dans un endroit où il y a une verrière, et puis je lui dis, bah voilà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir couvrir cette verrière. Alors des fois, c'est facile, il y a juste à poser quelque chose de noir dessus, puis des fois, ça marche pas parce qu'on n'a pas l'autorisation de toucher la verrière. Et donc, du coup, c'est son métier, c'est de trouver des systèmes pour pouvoir construire par-dessus. Moi, j'ai vu des fois des choses incroyables où les machinaux te font un toit avec du bois, comme une maison, en fait, pour pouvoir couvrir une verrière, et c'est génial. Hein. Okay, donc vous êtes un peu en duo sur ouais. Ok. Quelle était la chose la plus challengeante que tu as vécue sur un projet? Il y en a eu quelques-unes. Hein. Il y a quand même eu quelques jours où j'avais des gouttes de sueur sur le front parce que je me disais que est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que ça va marcher? Il y a aussi ça des fois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement. Il y a un exemple, par exemple, sur John Wick 4 qu'on a tourné à Paris, la partie française. C'était des gens un peu durs, qui exigeaient des choses à la dernière minute. Et je me rappelle, on tournait sur les marches de Montmartre. On tournait de nuit, que de nuit. Et on avait des demandes improbables à 3h du mat. Un jour, le chef opérateur vient me voir, il me dit, demain j'aimerais tester à Montmartre avec une grue sur le parvis. Je voudrais tester une boîte à lumière de, je sais plus combien c'était, de 25 par 25 ou 30 par 30 avec 64 vortex pour demain. Alors quand on vous dit ça, évidemment, tourner à Montmartre c'est tout sauf facile. Les accès sont hyper compliqués, les autorisations, c'est des pages et des pages d'autorisation. Et son côté, je veux ça demain, évidemment, c'est quasiment impossible. Donc vous êtes à 3h du mat en train de tourner, ça commence à gamberger, vous balancez l'info à votre équipe. Et puis pour le lendemain, faut trouver une équipe, en plus de l'équipe RIG qui travaille pour nous, pour le plateau, pour monter cette structure, pour trouver la structure, les gens pour la monter, un groupman, tout ça. Évidemment, la régie avait dit non. C'est interdit de monter. Parce que c'était une grue qui devait faire, je crois, 80 tonnes ou 120 tonnes. Donc, c'est un engin énorme avec 8 essieux. Donc, c'était impossible. Ils n'avaient pas l'autorisation. Parce que quand on monte des engins comme ça à Montmartre, qu'on a fait, il faut enlever toutes les voitures sur le trajet parce que la rue est très étroite. Et ils ne pouvaient pas passer. Donc, ça demande un travail avant de titan, en fait. Et donc on lui a proposé de faire la même chose mais sur un parking le lendemain
à Pantin. Alors il a râlé parce qu'on ne pouvait pas lui donner ça. Et j'ai réussi à trouver tout le monde. Alors quand vous rentrez chez vous à 8h, vous refaites des mails 8h du matin, quand la journée elle est finie, vous avez fait 17h, 8h, vous refaites tous les mails pour trouver ces gens, les équipes, tout ça. Puis il y a des refus, donc il faut renvoyer d'autres mails, il faut chercher. Alors toute l'équipe cherche. Et le lendemain, donc on a trouvé tout, on a monté cette boîte à lumière avec les 64 Vortex. Hein. Et le lendemain, on tournait à Blanche et je dis au préparateur, bon bah là, après là, on finit, je sais plus à quelle heure on finissait, on peut aller voir cette nacelle. Tu sais. Et il me dit, non, j'ai plus envie. Donc je peux vous dire que dans ces moments-là, toute cette énergie déployée où vous dormez pas, vous dormez 3 heures par nuit et quand vous entendez ça, ouais, faut rester calme. Surtout en plus ça a dû coûter pas mal de sous. Oui, mais c'était une équipe où l'argent n'était pas un problème. Plus ils pouvaient dépenser, plus ça les faisait marrer. Et... Mais ça du coup c'est pas incroyable comme relation que tu devais avoir avec Non, c'était un des pires tournages je crois que j'ai pu faire. Ah ouais. Et finalement, j'étais tellement dégoûté, c'est que je passais par le biais de la production pour lui dire qu'il fallait qu'il aille voir ce truc-là quand même. Parce que ça veut dire, ok, on le voit pas demain, mais on le voit quand ? Le lendemain, 2 jours après. Donc ça veut dire que cette grue reste là, les gens restent là, Voilà. Et du coup, vous en êtes servi de la grue ou même pas du coup ? Alors il a été voir, il a sorti sa cellule, ça a duré 10 secondes, il est reparti, il dit ok. Et si on veut tout savoir dans les secrets de John Wick 4, donc cette grue, on a fini par la monter au Sacré-Cœur avec les 64 Vortex. Et je crois qu'on ne s'en est jamais servi. Et du coup, à l'inverse, quel a été le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? Alors il y en a eu plein. Autant il peut y avoir des belles installs techniques qui ont marché, qui sont chouettes, qui sont jolies, qui ont de la gueule et tout ça, ça c'est chouette. Et après, je pense qu'on va plus parler d'expérience humaine. Parce que c'est un métier qui est incroyable, où c'est des gens qui peuvent se défoncer pendant des mois pour un projet, qui abandonnent tout, qui sont à 200% sur ce projet, et du coup ça crée des relations humaines vraiment très chouettes. Et ça c'est vachement important. Ouais, c'est souvent ce qui ressort en effet des meilleurs moments, ouais, c'est souvent les relations humaines. C'est dur, mais on est ensemble et on y va, et dans le bon esprit et tout ça, et... Donc ça existe sur les tournages en France, mais aussi, moi j'ai pas mal fait de tournages à l'étranger, où là, pour le coup, vous bossez avec des équipes étrangères. Je fais des films au Cambodge, en Afrique du Sud, en Géorgie, et on rencontre des équipes, je vous assure, quand vous partez au bout de 2 mois, faut retenir les larmes. Hein. C'est tellement fort, et ces gens sont tellement chouettes, ils vous donnent tout, et c'est chouette. C'est vraiment des bons moments. Est-ce que tu as des anecdotes que tu peux livrer ? Il y en a une que j'aime bien. Alors, c'est pas une anecdote technique, c'est juste humaine. Je pars faire un film en Afrique du Sud. Et je suis tout seul, je suis le seul français. Et j'ai une équipe de sud-africains. Ils sont peut-être 12. Et un jour, je leur explique que j'ai un petit rituel en France. Tous les vendredis, moi et mon équipe, on a une règle, on s'habille en chemise noire. Alors pas pour le côté chemise noire, mais pour le côté... toute la semaine, on habille en technicien avec des vestes de technique, et voilà. Et je dis, là, le vendredi, on va se mettre un peu plus habillé. Et donc, moi, je fais ça pendant plein d'années, et on continue à le faire aujourd'hui. Et je leur dis ça, donc je suis en Afrique du Sud, et je leur dis, tiens, est-ce que ça vous dirait de faire pareil ? Alors déjà, ils sont un peu surpris. Et puis je leur dis, quelle couleur de chemise vous plairait ? Blanc ou noir ? Alors pour eux, c'est des symboles de couleurs, c'est assez étrange quand même, vu qu'ils ont connu l'apartheid et tout ça. Et je sais qu'ils n'arrivent pas à me répondre. Ils mettent au moins 1 semaine à me répondre si c'était noir ou blanc. Et à la fin, il y en a un qui vient me voir et fait, bon, on a choisi, on va faire chemise blanche. Donc le week-end, j'achète 20 chemises avec différentes tailles, et je vais les voir chacun à leur tour, et je leur donne la chemise pour la taille et tout ça. Et je leur dis, on commence, si vous voulez, on commence vendredi prochain. Et le vendredi prochain, je les vois tous arriver en chemise blanche. Et les gars, ils sont magnifiques, j'adore. Et ils sont super contents, parce qu'ils se trouvent beaux, Et en fait, ça a déclenché un truc chez eux, c'est que du coup, c'était un peu... Il y a eu un buzz. Tout le monde a commencé à parler de leur équipe comme ça.
J'ai quitté le film, je suis reparti en France, et je reçois régulièrement des photos de cette même équipe qui depuis maintenant, je sais pas, 4 ou 5 ans, continue à faire ça, et donc ils m'envoient des photos à chaque fois de eux, tous en chemise blanche le vendredi et tout. Et ça, j'ai trouvé, ça c'est un moment qui est super mignon en fait. Ouais, t'as créé une petite, c'était petite chouette. routine là-bas. C'était hyper chouette. Ok, trop stylé. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? T'as tout fait. Ouais, il m'en manque plein. T'as tout fait. Ah, directeur de production, serait intéressant ça. Merci beaucoup Stéphane. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.